Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, mon intervention s'articule bien avec celle d'Ismet que vous avez eue à l'instant, puisqu'il s'agit effectivement de l'étude d'un document qui est extrait de ce fonds Lénart des archives de la Nouvelle-Calédonie. Un document qui s'intitule « La colonisation est-elle légitime ?» Donc, posons les choses tout de suite. Cette question n'est pas de moi. Elle est bien de Lénart en 1931. Je l'ai mise entre guillemets, tout est bien clair. Étude d'une conférence de Maurice Lénart, 1931, puisque c'est un thème sur lequel je travaille et puis que j'enseigne aussi aux étudiants ici. Donc elle a évidemment retenu mon attention quand j'ai compulsé ce fonds que les archivistes d'ici, Ingrid et Ismet, m'avaient souvent incité à regarder, parce qu'il est vrai qu'il est extrêmement riche. C'est un document court, 11 pages, que l'on trouve donc dans ce fonds 12J14, et un document qui est fait de notes, qui n'est pas vraiment rédigé, mais par contre qui est structuré. Il y a une introduction, un plan en 5 parties, vous allez le voir en détail, pas vraiment rédigé, je vous le disais, une conclusion, et puis il y a une petite note manuscrite qui nous permet, voilà, vous avez ici la première page, qui nous permet de voir au-dessus du titre où cette conférence a été tenue. Donc il y a inscrit en haut ici, note de conférence aux UCJG, M. Lénart, ce qui permet de faire une petite recherche. On n'a aucun mérite, en 10 minutes c'était fait, UCJG, l'Union chrétienne des jeunes gens, et en fait il s'agit de la branche française des YMCA. Et là, je viens d'insérer dans vos cerveaux une petite chanson qui va rester, je pense, pendant assez longtemps, mais moi je me réveille avec depuis 2 semaines, donc il n'y a pas de raison de ne pas partager. Voilà. Donc ça, je vous avoue que j'y ai pensé depuis un petit moment. Donc l'Union chrétienne des jeunes gens de Paris, c'est une association de jeunesse, le premier mouvement mondial de jeunesse chrétien, qui existe depuis 1843, il a été fondé à Londres, et puis la branche parisienne, c'est 1852, donc un mouvement assez ancien, qui est plutôt axé sur le développement des activités physiques. Ce sont les importateurs du basketball en France, par exemple, dans les années 1890. Mais à côté de ces activités physiques, étant donné que le secrétaire général de l'UCJG est totalement désespéré par l'état du monde, en preuve ici le rapport du secrétaire général en 1931, qui explique, je le cite, « On détruit les stocks de blé, on rejette à la mer le produit des pêches, on brûle le café, partout on restreint l'étendue des terres cultivées, et tandis que certains pays meurent d'une trop belle succession de récoltes, d'autres connaissent la plus épouvantable famine des temps modernes. Pour quelle raison ? Eh bien à cause du matérialisme, dit-il. Le monde est empoisonné par l'esprit de possession et de jouissance. Il est devenu une nouvelle tour de Babel. » Bon, le pessimisme est sans doute l'une des choses les mieux partagées. On l'a donc ici. Alors pour répondre à ce qu'ils estiment être un problème pour la jeunesse des années 1930, eh bien l'UCJG propose toute une série de conférences. Donc développement physique, corporel, mais aussi développement intellectuel et spirituel. Rien que pour l'année 1931, il y a 37 conférences qui sont tenues, proposées à l'UCJG aux jeunes protestants parisiens, puisque c'est le public dont il s'agit. 37 conférences sur des thèmes plutôt religieux, l'enseignement du Christ, des études religieuses, des causeries express où les pasteurs viennent exposer leur expérience outre-mer, et puis également un petit groupe, un groupe des études morales et sociales qui s'intéresse à des sujets d'actualité. Dans ce groupe des études morales et sociales, on trouve pour l'année 1931 4 conférences. Vous avez ici l'extrait, donc il m'a été gentiment envoyé par l'archiviste de l'UCJG de Paris actuel. Donc vous avez ici l'extrait qui prouve que cette conférence, dont le texte est aux archives de Nouméa, s'est bien tenue, parce que sinon ça avait moins d'intérêt. Donc j'ai quand même cherché à voir s'il y avait bien eu un public. Vous voyez, il passe sur le thème « La colonisation est-elle légitime ?» Après lui, dans ce groupe des études morales et sociales, la conférence portera sur la psychanalyse, théorie de Freud, et puis un peu plus tard sur le féminisme. Donc on est dans des sujets d'actualité. Alors sur la légitimité de la colonisation, c'est pas vraiment un sujet d'actualité en 1931, ça fait 4 siècles qu'on se pose la question, mais en tout cas le débat existe à ce moment-là. Alors le débat existe, il est en lien avec le contexte. Je passe tout de suite au plan. Vous voyez 3 parties, on est toujours conditionné, les historiens, il n'y a pas de problème. Poser la question coloniale en 1931, donc le contexte, la description du document, vision critique et chrétienne de la colonisation, ce qui rend la colonisation illégitime, pas forcément selon lui. C'est comme un exposé, si vous voulez, des arguments qui sont donnés à l'époque pour délégitimer la colonisation. Et il fait l'inverse. Ensuite, il expose les arguments qui sont donnés pour défendre la colonisation. Et puis après, il termine par la vraie position, en l'occurrence peut-être un peu la sienne.
Et puis en 3, si on a le temps, un discours protestant de légitimation coloniale, point d'interrogation. Alors là, j'avance en toute humilité, je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine-là, donc j'ai essayé de passer ça au crible de quelques aspects que je vous montrerai en troisième partie. Le contexte, rapidement, l'année 1931, où la France est gouvernée par l'ancien socialiste rallié à la droite avant de connaître un destin funeste, Pierre Laval, avec son gouvernement, que vous avez ici. Les deux présidents sans S, ça c'est quand on fait son diaporama trop tard. Les deux présidents de l'année 1931, Gaston Doumergue et Paul Doumer, avec une bascule au mois de mai. Une crise économique qui frappe la France. La crise de 29 arrive en 1931. 4% de récession, 6% de chômage. L'Allemagne qui décide d'ajourner le paiement des réparations. Le Parlement qui vote la construction de la ligne Maginot, mais quand même, de temps en temps, quelques bonnes nouvelles. Le pénitencier de Nouville, qui est définitivement fermé le 2 août 1931. La France, et c'est ça qui nous importe aujourd'hui, domine alors le second empire colonial du monde. 12 millions de kilomètres carrés, 70 millions d'habitants en plus de la métropole. Démographiquement, géographiquement, l'empire colonial français, il est à son apogée. C'est ce qu'on appelle, avec un brin de vantardise et puis aussi des majuscules, la plus grande France à l'époque. Les conquêtes coloniales se poursuivent. Le Japon en Mandchourie, l'Italie en Libye, mais le Royaume-Uni est au bord de la banqueroute, il chancelle. C'est l'année, par exemple, où Gandhi et Lord Irvine signent un accord permettant la libération de prisonniers politiques indiens. C'est l'année du statut de Westminster, également, qui est signé le 11 décembre, c'est-à-dire quasiment au moment où se tient la conférence de Lennart, puisque je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais la date c'est décembre 1931, la fin de l'année. Le statut de Westminster qui reconnaît la souveraineté de tous les 2 millions britanniques qui deviennent des royaumes à part entière. Les nationalismes s'affirment, le communisme aussi. Staline a la bonne idée, par exemple, de faire exploser la cathédrale du Christ au Sauveur à Moscou. Ça, c'est le 5 décembre, ça pose une ambiance. Les nationalismes s'affirment. La Tunisie, l'Algérie, Madagascar à la fin des années 20. Au Mali, en 1931, avec le journal Le Cri des Nègres, en outre, rédigé par l'instituteur Kouyaté, qui émerge. Donc des mouvements nationalistes pour la décolonisation qui émergent. Voilà le contexte. Mais le contexte en France, c'est surtout ça. L'exposition coloniale internationale, on ne peut pas passer à côté en 1931, c'est l'un des événements majeurs de l'année en métropole. Lennart fait partie des nombreux organisateurs, il travaille à cette occasion avec Paul Rivet ou avec Lévi Brul, dont on parlait ce matin. Exposition internationale, enfin coloniale internationale, pardon, qui est organisée par le maréchal Lyautey, la figure tutélaire du colonialisme français. On ressort de sa retraite, il a 80 ans, l'ancien résident général au Maroc, et qui est inauguré le 6 mai par le président Doumergue, dont le discours permet de comprendre, au moins partiellement, la représentation de la colonisation qui est transmise aux Français. Je cite le président lors du discours d'inauguration qui se tient à ce moment-là devant la reconstitution grandeur nature du temple d'Angkor. La colonisation est le plus grand fait de l'histoire. Notre emprise sur le monde se resserre chaque jour. Au jour tragique, les colonies vinrent se placer aux côtés de la mère patrie et l'unité de notre empire se fit à l'épreuve de la douleur et du sang. Plus classique dans son argumentation, le ministre des colonies, celui que vous avez ici, Paul Reynaud, rappelle quelques semaines plus tard, à l'occasion de sa visite de l'exposition, je cite, « La colonisation est un fait qui s'impose car il est dans la nature des choses que les peuples, arrivés à un niveau supérieur d'évolution, se penchent vers ceux qui sont à un niveau inférieur pour les élever à eux. » Immense projet, donc, cette exposition coloniale internationale qui amène les colonies aux Français, qui en grande majorité n'iront jamais aux colonies, et qui vise à défendre l'œuvre coloniale de la République. Il faut bien avoir à l'esprit que dans les années 30, le colonialisme, c'est un des ciments essentiels de la République. Être pour l'épopée coloniale, pour la mission civilisatrice, soutenir la grandeur de la France, c'est être un bon Français en 1931. L'histoire vient donc se jouer là, sous les yeux des 8 millions de visiteurs, 33 millions de billets vendus, c'est le record absolu pour le XXe siècle, pour un événement touristique éphémère en France, plus que la Coupe du Monde de 98. 200 pavillons, 110 hectares, un zoo, un musée, des stands, 50 cars, un chemin de fer, 46 bateaux, 300 000 personnes mobilisées. Enfin voilà, vous avez un peu l'amplitude de cet événement absolument gigantesque, des millions d'affiches qui sont restées dans les mémoires pour certaines, qui annoncent ces centaines de spectacles quotidiens et en font un événement mondial. Quelques jours après la fermeture des portes de ce gigantesque événement, qui a lieu le 15 novembre, à un peu plus de 3 km de Vincennes, là où il se tient, tandis que l'été a été marqué pour le pasteur par l'affaire des Kanaks, forcés de jouer les cannibales, eh bien Lennart propose donc aux jeunes chrétiens protestants de réfléchir à la légitimité de la colonisation. Ça permet de comprendre un petit peu mieux dans quel contexte et à quel endroit il pose cette question. Alors comment est structurée sa conférence, qu'il propose donc à le chiffre de ceux qui assistent à ces conférences est 50 à 70 personnes. C'est un petit public
dans les locaux de l'UCJG. Comment est structurée sa conférence? Tout d'abord, il commence par une introduction où il rend hommage à l'exposition coloniale qui vient de s'achever en la présentant comme, je cite, le triomphe colonial, révélation de peuple, où la mission apparaît comme une source profonde où la colonisation peut baigner ses racines et puiser sa seule source de vie. Le ton est donné. Ce qui justifie et sauve dans ses dérives l'œuvre coloniale, c'est la foi chrétienne. Et Lénart en est conscient, il précise immédiatement qu'il convient de répondre à la critique récurrente selon laquelle la religion ne serait que l'auxiliaire d'une colonisation aux visées matérialistes. La question selon lui que, je cite, la jeunesse chrétienne a le droit de se poser et de vouloir préciser est la suivante: ont-ils tort, comme chrétiens, de pactiser avec la colonisation? On dirait que c'est la problématique de son exposé, en quelque sorte. Alors ensuite, il va, dans plusieurs parties, aborder tout d'abord, vous voyez la première partie ici, quels sont les arguments de légitimité et d'illégitimité de la colonisation, selon ce que je vous disais tout à l'heure, ses détracteurs et ses défenseurs, et ce qu'il appelle la vraie position. Ça fait l'objet de la deuxième partie de ma présentation. Ensuite, il passe à une brève histoire de la colonisation. Il remonte loin, il parle des Phéniciens, des Grecs, des Romains. Alors là, je laisse à Dominique le soin de juger, puisqu'il estime que les Grecs ont été assimilés par les Romains. Vaste débat, on pourra faire un autre colloque, je ne suis pas sûr que... Donc, les conquistadors espagnols, qui représentent l'antimodèle absolu de la colonisation. Et puis, il trouve sa place également le Quaker pacifiste William Penn, fondateur de la Pennsylvanie en 1682, ou les bourgs protestants d'Afrique du Sud. C'est tout. Là, je vous ai fait le tour complet de ce qu'est l'histoire de la colonisation, telle que la présente Lénart aux jeunes protestants parisiens en décembre 1931. Troisième partie, il liste les inquiétudes et les problèmes présents et à venir. Parmi les inquiétudes, il cite l'épuisement des peuples primitifs sous les coups du travail forcé, des abus, des scandales coloniaux comme le chemin de fer. Sans doute fait-il allusion au fameux chemin de fer Congo-Océan qui est en cours de construction, qui vise à relier Brazzaville à Pointe-Noire sur 512 km et qui coûte la vie à 20 000 travailleurs africains entre 1921 et 1934 et qui a déjà été dénoncé quelques années plus tôt par André Gide dans Voyage au Congo. Également, les peuples évolués qui apprennent notre langue, dit-il, suscitent son anxiété parce qu'il y détecte les ferments de leaders de futurs soulèvements. En 1931, Ho Chi Minh vient de fonder le Parti communiste en Indochine, mais Sali Hadj est déjà actif en Algérie et Gandhi, donc on en a parlé tout à l'heure. Quatrième partie, tente de démontrer que malgré les obstacles et les impasses, la poursuite de la colonisation n'est pas une utopie. Elle se fonde sur l'existence de nouveaux modes de gestion de territoires colonisés, comme les mandats. Les mandats, c'est ce que donne la Société des Nations aux anciennes colonies allemandes et au reste, ce qui a été détaché de l'Empire ottoman après leur défaite en 1918. Ce sont des territoires sous contrôle international en quelque sorte, et le mandataire est généralement une puissance vainqueur, la France, le Royaume-Uni, le Japon, pour les mandats du Pacifique. Pour lui, voilà un bon système, un bon modèle d'évolution de la colonisation, puisqu'ils sont, alors je cite, habités par des peuples regardés comme non encore capables de se diriger eux-mêmes, mais qui doivent être emmenés vers l'indépendance. Cinquième point, l'argent contre la religion. Alors la partie suivante, là, elle dénonce avec virulence l'emprise de ce qu'il appelle Mammon, avec 2 M, le faux Dieu, le veau d'or de l'Ancien Testament. L'argent et la cupidité. La colonisation, selon lui, c'est un perpétuel combat entre l'argent et la religion, entre les avidités matérielles et les valeurs chrétiennes. Il multiplie les métaphores dans sa conférence. La colonisation, ce sont les pacotilles contre la sagesse, le luxe contre la tempérance, les banquiers contre la justice, l'armée contre la foi, je le cite. Proposez-vous les mœurs du sous-officier ou la morale du Christ. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui, comme moi, ont des sous-officiers dans leur famille. Lénart en arrive à sa conclusion, qui n'est pas la conclusion de ma communication. Il arrive à sa conclusion où il défend le modèle colonial britannique de l'association, s'opposant au modèle français de l'assimilation, et il y ajoute la nécessaire fraternité entre les colonisateurs et les colonisés. Voilà donc, en gros, la structure de la conférence qu'il propose aux jeunes protestants de l'UCJG. Deuxième partie ici, donc une analyse un peu plus approfondie de ce qu'il présente comme étant les arguments d'illégitimité et de légitimité de la colonisation. Donc une vision critique et chrétienne de cette colonisation. Sur les 2 prochaines diapos, ce n'est pas, à quelques exceptions près que je vous citerai, l'avis de Maurice Lénart, mais bien une liste d'arguments pour et contre la colonisation qu'il présente à son public. Alors, au fil de son exposé, Lénart cite régulièrement ses sources. Lorsqu'il entreprend de rendre compte des critiques qui sont adressées à la colonisation, il s'appuie par exemple, je vous ai mis le nom là-haut, sur les écrits de Félicien Chalaille, rédacteur des Cahiers de la Quinzaine de Charles Péguy. Chalaille, c'est un membre de la Ligue des droits de l'homme, du Parti communiste français,
de la Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale, fondée en 1927, et il dénonce, Chalaï, dans de nombreux articles, je cite, « l'hypocrisie du prétexte civilisateur de la colonisation ». Dans son sillon, le pasteur ne nie pas que, je cite, alors je cite, ça va être les deux mots que vous allez entendre le plus là, dans les minutes qui viennent, « l'orgueil, l'impérialisme et le sang soient présents et que l'on trouve des récits affreux pour illustrer le scandale ». Je vous rappelle, Voyage au Congo d'André Gide, 1927, et puis également Terre d'ébène d'Albert Londres, 1929, qui ont eu beaucoup de retentissement, sont donc parus dans les années qui précèdent cette conférence, des publications retentissantes qui dénonçaient les pratiques indignes des concessionnaires dans les zones forestières africaines. Pour revenir sur un autre texte de Lénart et illustrer ce que je viens de vous dire, dans un court texte de 1913 qui s'appelle « La réquisition des indigènes de Nouvelle-Calédonie », qu'on trouve toujours dans le fond Lénart des archives de Nouvelle-Calédonie, Lénart dénonçait déjà ces abus. Il dit « La réquisition est redoutée et elle a acquis la réputation d'être une charge très lourde et un abus ». Et il dénonce également le code de l'indigénat et ses ambiguïtés, la toute-puissance des gendarmes qui réquisitionnent les individus à des fins de répression et contournent les chefs. Autre point, il redoute également l'épuisement, il met en avant l'argument, l'épuisement des populations suite à ces innombrables sollicitations qui visent à les faire travailler pour la population coloniale et qui entraînent inévitablement l'extinction des peuples colonisés, ou en tout cas la dénatalité. Il présente également comme argument d'illégitimité de la colonisation l'incompétence de l'administration. Il y a beaucoup de citations dans ses propres textes à lui, mais il la présente comme ça à l'UCJG. Il avait par exemple, dans un texte que Frédéric nous a présenté ce matin, l'expérience sociale en terre kanak, il dit les progrès accomplis par les Kanaks, il parle de quand il est arrivé en Nouvelle-Calédonie, au contact de la civilisation, apparaissent comme un leurre. Ils n'avaient ni commerce, ni culture nouvelle, ni mœurs meilleures. Les transformations apparentes n'étaient qu'une imitation frustre du blanc, et plus le Kanak imitait, mieux il haïssait. Donc une critique aussi de l'absence de compétences de cette administration dans sa façon de coloniser. Bien sûr, il critique la cupidité, je vous en ai parlé à l'instant, et il parle également beaucoup de l'alcool, on en a parlé dans les autres interventions, l'alcool qui revient à plusieurs reprises dans l'argumentation, fléau pour lequel il accuse les dirigeants coloniaux de faire preuve d'indulgence car il s'avère très lucratif. Dans sa conférence à l'UCJG, il cite par exemple le pasteur, il cite par exemple le gouverneur Théodore Marchand, qui est gouverneur du Cameroun en 1931, et qui avait autorisé de relever à 20 degrés le taux d'alcool dans les boissons vendues aux autochtones. Et puis, il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer, où il dénonce, bien sûr, les éleveurs, les planteurs, les mineurs qui, je le cite, s'accoutumèrent à obtenir tout du Kanak par la boisson, l'enivrèrent, le dupèrent, le méprisèrent, le dépouillèrent, et lorsqu'ils l'eurent entièrement avili, le traitèrent de brute. Et ça, c'est un autre texte qui s'appelle « La mission protestante en Nouvelle-Calédonie ». Alors, dernier point qu'il aborde plus rapidement, et pourtant il en a été le témoin lorsqu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie à l'époque du Grand Cantonnement, ce sont les spoliations foncières. Vous avez la carte ici qui a été publiée par le magazine L'Histoire il y a un an sur la répartition des terres en Nouvelle-Calédonie, je crois que c'est 1905, avec en vert, vous voyez ce qui reste pour les réserves Kanak sur la Grande Terre. Point suivant, ce qui rend la colonisation légitime. Quels sont les arguments donc qu'il présente aux jeunes protestants parisiens comme rendant la colonisation légitime. En contrepoint, donc, il inventorie ces arguments. Il explique que, selon les défenseurs de la colonisation, je cite, « elle est un devoir par la mise en valeur de terres que les occupants sans discipline ne mettent pas en valeur ». Bon, là, on enfonce des portes ouvertes. Hein, on le sait, c'est l'argument traditionnel d'espaces qui ne seraient pas cultivés, pas occupés. Les Européens considèrent, selon un principe mis au point par un juriste suisse qui s'appelait De Vatel, en 1775, qu'une terre qu'ils estiment non cultivée est une terre vierge. La liste du pasteur se poursuit, égrenant les justifications usuelles de la colonisation, l'éducation, les bienfaits sanitaires, on connaît tout ça. Hein. Par exemple, il dit « Les coloniaux, après avoir inconsciemment colporté les maladies, ont entrepris la lutte avec des médecins qui furent de véritables apôtres. » D'autres points, il met en avant également l'abolition de l'esclavage. Il cite l'exemple du Dahomey, le futur Bénin, qui, pendant 4 siècles, a fourni des esclaves aux Européens et qui ensuite doit accepter la colonisation pour abolir l'esclavage. Et puis, également, il met en avant les systèmes qu'il estime louables. Le système algérien, ceux des dominions britanniques ou les mandats de la SDN dont je vous parlais à l'instant. Il souligne que, je cite, « l'action coloniale serait devenue beaucoup plus altruiste qu'on pourrait le supposer, car l'étranger profite en effet de plus de la moitié du trafic de nos colonies. » Et c'est le dernier point de l'argumentation qu'il met en avant sur la légitimité de la colonisation. La colonisation, c'est du partage, c'est de la fraternité, c'est l'unité de l'humanité. Alors en cela, il va par exemple utiliser un argumentaire développé par 2 maisons
De Maisons n'a pas laissé une grande trace dans la littérature française, puisque sa plus grande production, mais vendue à des centaines de milliers d'exemplaires, c'est le livret officiel de l'exposition coloniale. Ça se lit moins, hein, le livret officiel de l'exposition coloniale. Je vous le cite parce qu'il est dans le fonds d'archives, justement, hein, ici, dans les archives Lénart, aux archives de Nouvelle-Calédonie. Donc, je cite: la doctrine actuelle de la colonisation a par-dessus tout le souci de la dignité de l'homme. Elle n'opprime pas, elle vient en aide. Elle ne dépouille pas, elle associe. Par sa souplesse, elle facilite les adaptations progressives, elle oblige, elle ordonne, elle pacifie. Et puis, un petit peu plus tard, alors ça ne rentre pas dans son argumentation ici, mais on connaît tous l'affaire des Kanaks de l'exposition coloniale, donc de l'épopée de la centaine d'hommes et de femmes emmenés en France à cette occasion, obligés de jouer les anthropophages qu'ils n'étaient pas, mis de côté au bois de Boulogne, et pour lesquels Lénart, entre autres, s'est battu afin de leur permettre de réintégrer d'une part l'exposition et ensuite de ne pas jouer les anthropophages qu'ils n'étaient pas. L'affaire est bien connue et Lénart la raconte dans un texte qui s'appelle Noël Kanak en Indochine. Son récit se conclut par une envolée lyrique en faveur de l'œuvre missionnaire. Il évoque la fraternité entre les anciens coloniaux de Nouvelle-Calédonie et les Kanaks, engagés lors du départ de lors du départ de ces derniers à Marseille pour le voyage retour au mois de novembre. Je cite: il n'y eut pas dans toute l'exposition de manifestations, en fait c'est ça, de manifestations plus démonstratives de ce qu'est la colonie, que celle de ces blancs et de ces noirs réunis à une heure de séparation dans une commune affection les uns des autres et pour leur pays réciproque. J'eusse voulu que ceux qui condamnent la colonisation fussent là, sur ce quai, où colonisés et coloniaux communiaient, parce que les uns et les autres venaient de lutter pour la justice et, de par un long passé d'expériences cruelles ou bonnes, avaient appris à s'estimer, à se connaître et même à s'aimer. Colonisation spéciale, rajoutée à la main, dira-t-on? Non, mais celle où la mission s'est insérée, cellule ignorée ou mésestimée, cellule vitale du grand organisme colonial, animatrice de la conscience de la société coloniale. Voilà donc une liste d'arguments sur cette légitimation voulue de la colonisation. Alors, dernier point de cette partie, la vraie position, comment et pourquoi poursuivre l'œuvre coloniale. Le pasteur ne se contente pas de faire un exposé des motifs. En tant que témoin et acteur privilégié d'une société coloniale, il avance son opinion, développe sa vision de l'avenir souhaitable de la colonisation. Il conclut ainsi sa première partie par un paragraphe qu'il intitule « La vraie position ». Selon lui, les débats entre ce qui rend légitime et ce qui rend illégitime la colonisation sont, je cite, des thèses inutiles, parce que la colonisation n'est pas une idée, c'est un fait. Elle est un fait de l'ordre naturel, dit-il. Alors là, on est revenu dans la conférence qu'il donne à l'UCJG en décembre 31. La première légitimation avancée, on en a un peu parlé aussi, serait biologique, naturaliste. Il appelle à témoin, je le cite, les végétaux, les animaux, les rats, tout ce qui dans la nature a de la vitalité colonise. Bon, ça, les rats, c'est sûr qu'on ne peut pas leur reprocher le contraire. L'homme a toujours colonisé depuis Abraham, patron des coloniaux en Cochinchine. Bon, en clair, la colonisation, c'est un peu comme la supériorité masculine dans le discours de l'Église pendant plusieurs siècles. La colonisation, elle est naturelle, donc incontestable. C'est à bien y réfléchir, dit-il un peu plus loin, le sens de l'histoire. Ça, je voulais vous le mettre exprès, parce que quand on est historien ou pas d'ailleurs, quand on entend dans un débat quelqu'un dire bah oui, mais c'est le sens de l'histoire, bon, fin du débat. L'histoire n'a pas de sens. Sinon, on l'aurait déjà compris, je pense. Enfin, j'espère. Bref, donc, le sens de l'histoire en 1931, c'est quoi? C'est la colonisation. Elle paraît incontournable, inévitable, et peut-être ne se terminera-t-elle jamais, pense-t-on, à ce moment-là. Plus avant dans sa démonstration, il reprend cette approche naturaliste, affirmant, je cite, que la colonisation est une espèce de prosélytisme qui est la marque des peuples vivants, des peuples qui montent, un besoin d'expansion, une ardente nécessité d'entraîner dans son tourbillon vital des peuples au régime plus lent ou dont l'organisme est plus fatigué par les siècles. L'influence de la fameuse mission civilisatrice des Européens se devine à travers ces quelques métaphores. Afin de se sauver du matérialisme qu'il dénonce, Lénart prône, à partir du milieu de sa conférence, l'avènement de ce qu'il nomme la valeur âme, seule susceptible de saisir la conscience des peuples. Il défend le partage des valeurs culturelles et spirituelles. Il explique que grandir sans âme amène à sa perte. Et puis, il propose une conclusion assez consensuelle, finalement. Vous l'avez ici, conclusion de la conférence. Il rappelle la devise de la République. Il en défend la beauté, la grandeur, et il insiste surtout sur la fraternité, qui, je cite, n'existe pas où on la décrète. Les Français doivent s'appliquer à la mettre en œuvre dans les sociétés coloniales, afin d'éviter, je le cite à nouveau, que les évolués ne relèvent la tête en réclamant si l'association n'est pas morale en toutes ses parties.
la seule méthode pour poursuivre la colonisation serait le renoncement à un certain nombre d'exigences des Européens, comme le travail forcé, mais aussi la perspective d'un idéal exposé au peuple colonisé qu'il appelle la justice, avec un J majuscule. Dernière partie. Un discours protestant de légitimation coloniale, point d'interrogation. Alors, où situer la pensée et la vision de la colonisation que propose Maurice Lénart à travers cette conférence? Évidemment, je ne prétends pas avoir tout lu ce qu'il a écrit là-dessus. Sinon, il faudrait écrire, je pense, un ouvrage à part. Pour essayer de comprendre ça, j'ai passé un peu ses écrits, notamment sa conférence, mais d'autres écrits, au crible du discours classique de légitimation coloniale. Si on veut schématiser, le discours classique de légitimation coloniale s'appuie sur 3 piliers. 1, la Bible. 2, la science. 3, la civilisation. Alors, la Bible. On appelait à la religion pour assurer la fraternité entre les peuples. C'est une sorte de retour aux sources dans l'histoire coloniale. Il ne faut que 2 jours à Christophe Colomb, après avoir posé le pied sur le sol des futures Bahamas, pour écrire dans son journal le 14 octobre 1492, à propos des Taïnos qu'il vient de rencontrer, je le cite, « Je m'efforçais de gagner leur amitié, car je me rendis compte que c'étaient des gens qui se livreraient et se convertiraient à notre sainte religion par l'amour plutôt que par la force. Le commerce, la conversion, qui constituent les 2 motivations officielles de l'audacieux génois, plus de 4 siècles plus tard, semblent toujours d'actualité et en lutte, selon Lénart, dans un texte satirique de 1927 qu'il a intitulé « La rencontre du missionnaire et l'administrateur ». Il rappelle cet objectif originel en regrettant la sécularisation de la colonisation. Là, je cite Lénart, « Au XVIe siècle, il s'agissait d'étendre la gloire du Christ dans tous les pays. Aujourd'hui, c'est la gloire du laïcisme. Qu'est-ce qu'un administrateur? C'est l'exécuteur de ce droit, le prêtre de ce culte, le propagateur de cet idéal. » La place de la religion chrétienne dans la société coloniale, c'est une préoccupation récurrente pour le pasteur. Certains textes sont parcourus d'interrogations aussi claires que, je le cite à nouveau, « Faut-il essayer de faire le bonheur des gens malgré eux ?» Bon, ça, Staline, il avait répondu oui, par exemple, au même moment, à peu près. La décolonisation sape-t-elle les bases de la civilisation chrétienne? Le rôle des missions est-il de former une chrétienté indigène? La mission est-elle nécessaire? Voilà la série de questions que l'on retrouve dans les différents textes de Lénart, en tout cas dans le fond qui est ici aux archives de la Nouvelle-Calédonie. Alors, il faut se projeter un peu plus tard, 15 ans après la conférence de Paris dont je vous parle, pour comprendre peut-être le modèle auquel Lénart semble aspirer, mais tout ça est évolutif tout au long de sa vie, bien sûr. C'est une sorte de syncrétisme culturel qu'il estime avoir vu à l'œuvre en Nouvelle-Calédonie. Il le raconte dans un article publié en 1946 sous le titre « L'expression chez les primitifs », je crois qu'on l'a déjà cité aussi aujourd'hui, il me semble, et il détaille de quelle manière les Océaniens se sont appropriés la religion chrétienne tout en respectant les usages. Je ne peux pas tout vous citer, c'est très long, mais il insiste beaucoup sur l'aspect esthétique, sur les cantiques qui sont adaptés en secret dans chaque village et qui apportent tous quelque chose de nouveau. Je le cite là, sur les mouvements rythmés, les danses, les gestes, le théâtre très émouvant que constituent les cérémonies religieuses ou l'engagement de l'igname dans certaines cérémonies. Donc, cette fusion, d'ailleurs, selon lui, n'opère pas uniquement dans la pratique du culte. Lors de son retour en Nouvelle-Calédonie en 1938, il donne une conférence chez le gouverneur Marchessoux, l'ancien dirigeant de l'Afrique équatoriale française, et il rappelle l'épisode de l'exposition coloniale, en affirmant qu'un lien secret unit les enfants de la vieille Calédonie et ceux de la Calédonie nouvelle. Ils sont tous 2 fils du même sol et ils grandissent sous le même climat. D'ailleurs, devant le gratin calédonien, il ajoute un peu plus loin, « Le temps où nous étions certains d'être un peuple supérieur et que les attardés du monde, les primitifs, les dégénérés, les déchets des races anciennes étaient condamnés à disparaître, ce temps-là est bel et bien révolu. » Deuxième point, la science. Le discours de légitimation scientifique s'avère moins présent dans les textes de Lénart. Au cours de la même conférence de 1938 dont je viens de vous parler, il réfute publiquement les théories racistes, qu'il appelle de cette manière, fidèle en cela à la tradition protestante. Plus sensible peut-être à ce qu'on pourrait appeler, c'est pas moi qui donne le nom, au racisme évolutionniste, qu'au racisme biologique. Lénart précise qu'en opposition à ce dernier, le racisme biologique, il a, je cite, toujours vu les 2 peuples qui collaborent dans la colonisation calédonienne et qui sont cependant les 2 groupes humains anthropologiquement les plus opposés. Le racisme évolutionniste se perçoit quelques phrases plus loin lorsqu'il énonce, je cite, que 114 indices dans le squelette de notre indigène révèlent en effet chez lui des caractères d'une primitivité plus grande même que celle de l'Australien. Et il parle de la belle mâchoire carrée, de la forme du crâne, etc. On connaît tous ces discours. Mais là, on voit que ces considérations ramènent le pasteur aux pensées de la majorité des Européens des années 1930. Enfin, dernier point, la civilisation. La dernière, ce qu'on pourrait appeler excuse universelle de la colonisation. Alors, la civilisation, elle s'avère très présente dans les textes de Lénart et dans la représentation du monde qu'il propose. C'est pas nouveau, dès le XVIe siècle, il y a un débat
par les théologiens espagnols sur l'intérêt d'amener les Indiens à la civilisation. Il critique sévèrement, lors de la conférence de 1938, l'attitude méprisante et destructrice des premiers colons de la Nouvelle-Calédonie envers les Kanaks. Mais, un peu plus loin, il se félicite qu'un nombre important d'entre eux soient devenus, je cite, médaillés militaires, patrons de cotres, agriculteurs, stockmen, moniteurs, pasteurs. Ils sont des gens qui ont pris leur place dans la colonisation, explique-t-il, après avoir introduit sa démonstration en expliquant, je cite, que nous nous sommes moins penchés vers lui qu'il n'est lui-même monté vers nous. Revenons à sa conférence de 1931 avec des citations. Il cite parfois ses sources, parfois pas. On a le cardinal Verdier, c'est l'archevêque de Paris, celui qui est sur un trône, là vous voyez, qui défendait en 1929, je cite, le puissant génie colonisateur de la France. C'est dans la conférence de 1931 qu'il donne à l'UCJG. On a l'évêque d'Oran qui souhaite, qu'il cite, que Dieu nous donne à tous, venus d'outre-mer ou indigènes, de ne faire qu'un dans les plis du drapeau de la France, si cher au Christ. Albert Sarraut, qui est souvent cité. Alors Albert Sarraut, c'est le multiministre professionnel de la Troisième République, 15 fois ministre, président du Conseil, etc. Mais il écrit un best-seller en 1931, que vous avez là, Grandeur et servitude coloniale. Best-seller parce que oui, il vend plus de livres cette année-là que Marguerite Yourcenar, Paul Valéry, Jacques Prévert ou Georges Simenon. Il a un peu disparu des librairies depuis. Il le cite dans sa conférence, Lénart le cite pour une phrase notamment lorsqu'il évoque les autochtones éduqués, je cite, les faces obscures que votre geste fraternel aura tirées des antiques ténèbres. Donc là on est bien dans la mission civilisatrice. Dernière citation, Hardy aussi il a un peu disparu des radars, c'était le directeur de l'école coloniale, Georges Hardy, agrégé d'histoire, personne n'est parfait. Donc vous l'avez là-bas au bout, Georges Hardy qui, dans la citation que donne Lénart, c'est « La colonisation est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour ». Pas trop quand même, puisque Hardy défend un enseignement séparé et minimal pour les autochtones afin de ne pas susciter le retournement des élites ainsi formées, apprentis aux administrateurs et aux futurs administrateurs de la colonie, des colonies. En conclusion de sa conférence de 1931, Lénart évoque, je cite, « les peuplades déshérités de la terre ». Dans d'autres textes, comme la réquisition et les indigènes de la Nouvelle-Calédonie, il ne conteste pas la légitimité de la réquisition et du travail forcé, qui, je cite, est une obligation de l'indigène vis-à-vis de la suzeraineté de la France. Il conteste les abus qui en découlent. Il présente la culture kanak à l'arrivée des Européens comme, on l'a vu, faite de tabous, déifiant les morts, la gangue ancestrale, une société moitié animale, moitié humaine, à l'âge de pierre qui n'évolue pas, etc. Donc, on est bien à nouveau là, dans la mission civilisatrice. Je termine. Je sens une sourde de pression sur ma droite. Donc, un discours protestant classique. Alors, d'autres influences qu'il cite ouvertement en conclusion de sa conférence à l'UCJG, il cite Rudyard Kipling, Le fardeau de l'homme blanc, évidemment très connu, prix Nobel de littérature 1907, Rudyard Kipling, l'auteur britannique qui, dans ce poème dont je vous ai mis ici un extrait célèbre, défend l'idée que le devoir de l'homme blanc est de civiliser, de subvenir aux besoins des primitifs, d'administrer les colonies. Il compare le colonisateur à Jésus qui porte sa croix lourde des péchés du monde. Ce petit est dans la conférence de 1931, qu'il cite ouvertement Kipling. Il ne cite pas André Gide, mais on pourrait le rapprocher dans sa manière de voir la colonisation de André Gide, qui est de culture protestante également, en Voyage au Congo. Donc André Gide qui dénonce tous les abus, notamment du chemin de fer Congo-Océan, mais qui aussi, à la fin de son ouvrage, défend la colonisation en disant que pour Gide, chacun doit trouver sa place. Il faut s'intéresser aux indigènes, dit André Gide, les aimer, mais s'ils sentent la faiblesse chez celui qui les commande, le chef cessera vite d'en être un à leurs yeux. Un peu plus loin, il dit « Chacun sa place, les administrateurs surveillent et répriment, l'État français doit protéger les indigènes des entreprises privées et de la cupidité, et les indigènes, je cite toujours André Gide, bénéficiant de ce système, doivent consentir à des sacrifices pour accéder au progrès. » Donc, un ouvrage, vous voyez, qui peut-être aussi en lien avec cette façon que Lénart a de transmettre sa vision de la colonisation lors de la conférence de 1931, à la fois en dénoncer les abus, et puis en même temps ne pas remettre en cause le bien fondé même de la colonisation. Le dernier point ici, c'est le discours protestant sur la colonisation. Alors ça, c'est une thèse notamment de Frédéric Fabre, qui a été publiée en 2011 sur protestantisme et colonisation, qui fait l'inventaire, en fait, je résume, de la vision protestante de la colonisation, une préférence pour l'association à la britannique, une critique sévère de l'acculturation, une alternative à l'esclavage, la critique du travail forcé, de l'administration coloniale, l'adhésion à la République et à la mission civilisatrice, l'évolution dans les années 50 vers un tiers-mondisme. On retrouve là assez aisément de nombreux aspects des écrits et des arguments du pasteur Lénart à travers cette brève évocation de la pensée protestante sur la colonisation. En conclusion,
Déjà, rien que les dates de naissance et de mort de Lénart sont passionnantes pour un historien, puisqu'il est né 3 mois avant le début de la révolte d'Ataï, et il est mort 10 jours avant l'encerclement de Dien Bien Phu. Donc ses pensées sur la colonisation ne s'avèrent pas figées. Elles sont comme celles de la société française, elles sont évolutives, et sa vie recouvre finalement l'essentiel de ce qu'on appelle la seconde période coloniale. Soulignons la présence dans le dossier 12J aux archives de la Nouvelle-Calédonie de plusieurs publications ouvertement anticolonialistes, ce qui ne préjuge en rien de son opinion, mais elles sont là. Il avait pris soin de découper et de conserver un exemplaire de la revue Noir et Blanc, numéro 9, avec l'article de Jean-Gabriel Lemoine, intitulé « Comment les Néo-Calédoniens sont venus à l'exposition coloniale ou du cannibalisme de quelques Blancs ». Il a gardé également un exemplaire de la revue Monde, dirigée par Henri Barbus et qui compte rien moins qu'Albert Einstein dans son comité directeur, et qui dénonce l'inanité de l'exposition coloniale et publie de nombreux articles dont vous avez les extraits ici, ça vient du Fonds Lénart, sur les violences coloniales. 5 articles qui dénoncent les supercheries des cannibales Kanak, entre guillemets, figurent également dans ce dossier spécifique avec une 60aine de correspondances. Alors finalement, le plus important réside peut-être dans la réception de sa conférence. Qu'en ont pensé les jeunes hommes venus écouter le vétéran des missions océaniennes? Réponse, on ne sait pas. On ne sait pas si ils ont apprécié, adhéré, posé des questions, etc. En revanche, on connaît l'avis du comité directeur de l'UCJG. Dans le programme du groupe des études morales et sociales qui l'avait invité, il précède, je vous l'ai dit tout à l'heure, une communication sur la psychanalyse de Freud et sur le féminisme. Il est mentionné à propos de ces conférences que, je cite, « toutes ont été intéressantes et suivies par des auditoires assez nombreux ». Bon, vous savez, ça c'est ce qu'on dit à la fin d'une conférence, en général, merci pour cette conférence passionnante, blablabla. Bon, alors ça a l'air d'être un peu ça. Mais, cependant, l'évocation de la communication de Lénart, à l'évocation de la communication de Lénart, une remarque a été ajoutée, et elle est là. Le comité directeur attire l'attention du secrétaire général, donc c'est le, pardon, je ne vous ai pas dit d'où ça venait, c'est le rapport mensuel du comité directeur de l'UCJG, 23 décembre 1931. Donc je reprends, c'est l'effet de suspense. Le comité directeur attire l'attention du secrétaire général sur l'inconvénient de donner à l'Union des conférences qui peuvent toucher de trop près à des sujets politiques brûlants. Merci beaucoup. Et merci d'être venu en avance. On va remercier Feu Jean Viard d'avoir été finalement bref et d'avoir permis à Gwenaël de nous tenir en haleine. Il nous reste un temps certain pour les questions, les commentaires. Je vous laisse, comme dit Patrice, la parole est dans la salle. Oui, moi je trouve quand même que Lénart, dans ce domaine, il y a évidemment sa sincérité évidente. Il y a sa position un petit peu difficile vis-à-vis de pas mal de structures en France. Et je pense quand même que c'est un exercice de style. Oui, plus que... il dit ce qu'il faut dire, il dit ce qu'il doit dire, et malgré tout, il en dit trop, étant donné la conclusion. Donc, il avait raison de ménager la chèvre et le chou, comme on m'a dit autrefois. Tout ça me semble plus de l'exercice de style. Beaucoup plus explicite. Donc oui, voilà, je pense que le public auquel il s'adresse à Paris, juste après l'exposition coloniale, est obligé quand même de garder une certaine réserve, ou en tout cas pour certains arguments, de ne pas se les attribuer à lui. Peut-être Frédéric, un commentaire sur protestantisme et colonisation. Un éclairage. Numéro 2. Alors, le protestantisme n'est pas forcément homogène, hein. Il y a plusieurs tendances. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que le protestantisme a eu un moment important dans l'histoire de France au moment de l'affaire Dreyfus, où il s'est senti
partisan un Dreyfusard, grandement majoritairement Dreyfusard et donc attaché aux droits de l'homme. Et donc ceux qui soutiennent la mission civilisatrice de la France chez les protestants encore dans ces années jusqu'en 1930-40, ils partagent cette utopie que je vois chez Maurice Lénard, peut-être une naïveté, mais cette utopie selon laquelle la colonisation est peut-être légitime, mais les droits de l'homme doivent s'y appliquer. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont compatibles avec une situation coloniale. Moi, c'est ça que je vois chez Maurice Lénard, c'est cette naïveté de croire qu'on peut appliquer les droits de l'homme en situation coloniale. Et ça, c'est assez partagé par le protestantisme quand il est attaché à cette mission-là. D'autres questions, commentaires? Sentez-vous libre de profiter de nos intervenants. Bonjour à tous. Donc, j'ai trouvé très intéressant la dernière présentation sur le point de vue de Maurice Lénard. Et elle est intéressante puisqu'on voit la démarche d'un protestantisme français qui contraste avec les types de protestantisme, notamment qu'on a pu trouver à Lifou, avec le pasteur Macfarlane, où là, on a carrément la création d'États théologiques, pour reprendre les propos de Clerlot, qui parle de théocratie missionnaire. Donc là, on voit bien que Maurice Lénard veut fonder la mission chrétienne, mais dans le cadre et le respect d'une idéologie, d'une époque, puisqu'il n'y a pas de remise en cause, par exemple, du colonialisme. Merci. Oui, j'ai entendu ce que disait Bernard Gaffert tout à l'heure. Moi, je veux bien qu'il y ait des effets de style et qu'ils prennent des précautions. Enfin, toute l'œuvre de Lénard, lorsqu'on prend tout et qu'on essaye de regarder les progressions, qu'on essaye de trouver du sens à tout ça, c'est jamais une remise en cause du système colonial. Il s'inscrit à l'intérieur. Alors qu'il en ait une vision qu'on puisse appeler humaniste, édulcorée, naïve, c'est évident. Même s'il pratique un évolutionnisme terrible. Je veux dire, moi je ne sais pas comment vous lisez le bouquin d'Occamo, La personne elle mythe, enfin c'est effrayant, c'est un bouquin effrayant. Il y a des choses très intéressantes dans l'ethnographie de Lénard, mais dans son analyse anthropologique, les deux grands livres que sont d'Occamo et sur le livre sur les arts de l'Océanie, c'est quand même une vision qui ne peut se comprendre que si on se situe dans une perspective coloniale. Ces gens-là sont des gens qui ne sont pas sortis de la gangue tribale, et il va falloir qu'à un moment donné, grâce à la christianisation, on les emmène avec des personnes. Alors après, on peut mettre tous les bémols, tous les dièses qu'on veut, mais on est quand même dans cette logique-là. Donc, et à cette époque-là, il y a des gens qui sont anticolonialistes. Au moment où il y a Ferry qui parle, il y a Clémenceau qui est contre la colonisation et qui a des mots qui sont d'une extraordinaire clarté. Donc je crois qu'on peut... c'est bien de reconnaître à Lénard que lui jeter la pierre n'a aucun intérêt, il faut le resituer dans son époque et je crois qu'il a apporté des tas de choses et personne ne peut nier l'importance de ce que Lénard a apporté, mais il ne faut pas non plus en faire une sorte d'hagiographie et penser que c'était fondamentalement un anticolonialiste. Il a, comme tous les hommes de son époque, une part d'ombre. Et si on veut réellement rendre justice à Lénard de ce qu'il a apporté, et je pense qu'il y a à faire pour rendre à Lénard des choses qu'il a apportées, il faut aussi en accepter les limites qui sont importantes à reconnaître, sinon on se trompe. On ne rend pas hommage à Lénard, on rend hommage à une hagiographie, mais pas à Lénard. Quelqu'un souhaite rebondir? Tout est dit. Puisqu'il y a eu des méchancetés dites par Guillard, moi je vais en dire une aussi, pour ça je vais être relativement content. Guillard se présente comme le plus fidèle
disciple de Lennart, il fera dans son anthropologie tout le contraire de ce que Lennart a fait dans la sienne. C'est absolument extraordinaire, d'une filiation qui n'est en fait qu'une trahison permanente. On pourra en parler demain si Je regarde, si tu nous regardes. Oui, sur la position de Maurice Lénard par rapport à la question coloniale, bon, là on a eu une conférence de 31. Si on regarde les tout derniers textes de Maurice Lénard, donc les textes de 53, il faisait partie du comité de préparation de la commémoration du centenaire de la présence française en Nouvelle-Calédonie. Il devait venir en Nouvelle-Calédonie pour le 24 septembre 53, et puis il a été atteint d'un cancer de la gorge au cours de l'été 53, il mourra en janvier 54, donc il ne pourra pas venir. Mais les textes qu'il rédige pour les cérémonies sont du même ordre que ceux de 31, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution entre 31 et 53, alors que là on est encore plus face à un mouvement anticolonialiste puisqu'on sort de la guerre d'Indochine en 53. Et donc bon, sa position ne varie pas, il ne devient à aucun moment un anticolonialiste, ça c'est clair. Alors, dans les textes de 53, on voit aussi toute cette idée d'une acculturation dans les deux sens, c'est-à-dire il montre qu'il y a une légitimité du premier occupant kanak, ce qui ne va pas de soi pour tout le monde, il insiste, et puis une légitimité de la présence européenne en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a une double légitimité, simplement les Kanaks ont fait un énorme effort d'acculturation et on attend de la communauté européenne de Nouvelle-Calédonie qu'ils fasse le même effort d'acculturation dans l'autre sens, de manière à ce que Kanaks et non-Kanaks se rejoignent. On ne parlait pas encore de destin commun, mais c'est un peu un précurseur du destin commun. Et on n'est pas du tout dans une pensée anticolonialiste à ce moment-là.